Comment perdre le gras du ventre? Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, vous vous demandez certainement quand vous désirez perdre du poids, comment perdre du ventre, comment perdre des centimètres, est-ce du gras ou autre chose autour du ventre? Cette ceinture abdominale que nous n'aimons pas du tout et qui peut être préjudiciable pour notre santé, que pouvons-nous faire pour la voir diminuer? Mesdames, à 50 ans et plus, vous avez très certainement observé des changements sur votre corps tout au long de ces années et peut-être que l'accumulation de graisse autour du ventre devient une réelle préoccupation. Alors ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs choses à faire pour prendre soin de vous, prendre soin de votre taille et cela même à cet âge-là. Je vous ai préparé plusieurs astuces ou disons des gestes à ancrer simplement dans le quotidien et d'autres gestes qu'il conviendrait tout simplement d'écarter. On va parler nutrition, diététique, activité physique et sportive, qualité du sommeil et stress. Je vous invite à déposer vos questions en commentaire et pour des besoins plus personnels à me contacter directement. Pensez également à vous abonner sur la chaîne pour être informé des futures publications, que ce soit des vidéos pédagogiques comme celle-ci ou encore des recettes diététiques. Et on commence tout de suite par quelques chiffres et le principe d'accumulation et de synthèse du tissu adipeux pour que vous puissiez mieux comprendre l'intérêt des solutions proposées ensuite dans cette vidéo. La prévalence et les facteurs. Dans de nombreux pays et en particulier dans les sociétés industrialisées telles que la France, la Belgique ou le Canada, nous pouvons observer une augmentation de l'obésité abdominale en raison d'une hausse de la sédentarité d'une part et des régimes alimentaires trop riches en calories et trop pauvres en nutriments. Il y a aussi d'autres facteurs environnementaux et socio-économiques. L'obésité abdominale touche 42% des hommes et 48% des femmes, âgés de 30 à 69 ans, selon une étude reportée par l'HAS de 2018. Que l'on soit homme ou femme, la ceinture abdominale évolue aussi avec l'âge. Les femmes ont tendance à avoir une répartition de la graisse corporelle plus centrée autour des hanches et des cuisses, mais pas que. Elle évolue aussi autour de la ceinture abdominale. Alors, quelles sont ces causes et ces facteurs? Eh bien, d'un côté, nous avons des apports alimentaires en énergie au-dessus de nos besoins. Et d'un autre côté, nous avons aussi des besoins physiologiques en énergie qui sont en diminution. Des apports en énergie au-dessus de nos besoins. Une alimentation trop riche en calories globalement et qui découle d'une surconsommation globale. Mais pas que. Une alimentation choisie et très restrictive qui nous fait entrer dans une spirale infernale de privation et de craquage à répétition et qui nous conduit par divers mécanismes psychologiques à consommer bien plus que nos besoins physiologiques au final. Une alimentation trop pauvre en nutriments engendre des carences, de la fatigue, une baisse de notre résistance au stress extérieur et qui nous conduit là aussi à consommer bien plus que la normale. La consommation de boissons sucrées et d'alcool vient également s'ajouter aux apports énergétiques de l'alimentation. On peut développer autour de notre alimentation trop riche en tout globalement une alimentation trop salée et une alimentation un poil trop sucrée. Alors l'OMS appelle à réduire à 10% notre consommation de sucre libre, de notre apport en énergie pour la journée. Et ça veut dire pour une femme ayant des besoins de 2000 calories, 200 calories apportées par le sucre au maximum, soit 50 grammes. Mais alors que sont les sucres libres de l'OMS? Eh bien c'est le glucose, le fructose, le saccharose ou autrement dit le sucre de table, ajouté aux aliments ou aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur. Et on ajoute à cette catégorie de sucres libres les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops d'agave et les sirops d'érable, mais aussi les jus de fruits frais pressés ou les jus de fruits à base de concentré. L'OMS ne nous interdit pas de consommer du sucre, elle nous invite tout simplement à réduire et à passer sous la barre des 50 grammes par jour et ce serait déjà un grand pas. Or, une étude de l'ANSES en 2019 indique que les Français consomment 2 à 3 fois plus que cette recommandation. Alors voyons maintenant la baisse de nos besoins en énergie. D'où vient-elle cette baisse? Eh bien, à 50 ans, la ménopause passe par là. Et elle est souvent associée à une augmentation de la graisse abdominale. Les changements hormonaux survenant à cet âge chez les femmes peuvent contribuer à redistribuer cette graisse corporelle et notamment autour de la taille. En effet, les œstrogènes diminuent progressivement. Et cette hormone joue un rôle de régulation dans le métabolisme des graisses.
ou elle peut avoir un effet protecteur de la graisse abdominale habituellement. Or, avec la diminution de ces niveaux, il peut y avoir une redistribution de la graisse corporelle vers la région abdominale. On a aussi une baisse du métabolisme de base spontanément. Avec l'âge et la diminution des niveaux d'hormones, ce métabolisme de base a tendance à ralentir spontanément. Cela signifie que le corps brûle moins de calories au repos. Et si on mange comme d'habitude, eh bien cela peut entraîner un gain de poids. La baisse d'activité physique. La baisse d'activité physique ou la hausse de la sédentarité, c'est-à-dire des heures plutôt en position assise ou allongée, est tout simplement une réalité de notre société. Avec moins de déplacements à pied, à vélo, moins d'activités à l'extérieur, de jardinage, de bricolage, et plus de temps consacré aux écrans, nous dépensons nettement moins d'énergie qu'il y a 50 ans. Cette sédentarité conduit aussi à une fonte musculaire. Elle est progressive et alors nos muscles dépensent beaucoup moins d'énergie. Et donc en conséquence, nous allons vers une diminution du métabolisme de base. D'autres facteurs peuvent aussi venir perturber nos besoins en énergie et notre comportement alimentaire. Il s'agit du manque de sommeil ou une qualité de sommeil dégradée conduisant à des nuits non réparatrices. Nous avons alors une plus grande difficulté à résister au stress extérieur, aux différents stress, et alors nous avons un besoin de réconfort plus important. Ce besoin de réconfort passe par une envie de manger et nous avons alors surtout envie de manger des aliments qui sont plus gras et plus sucrés. Le stress, l'angoisse peut aussi être une difficulté personnelle plus importante que d'autres et pour beaucoup d'entre nous. Qu'ils soient ces stress professionnels ou familiaux, nous avons alors tendance à manger plus dans ces moments-là. Les régimes, avec ces schémas de pensée d'interdit, de règles rigides autour de l'alimentation, peuvent renforcer le désir et l'envie de manger. Et alors, nous mangeons plus également au total. Avec ces deux points, hausse des apports et baisse des besoins, cela conduit à une accumulation du tissu adipeux. Notre ventre peut aussi gonfler de façon temporaire sans pour autant que cela ne soit du gras. Notre tube digestif est habité par une population extraordinaire qu'il convient d'entretenir au quotidien, que ce soit par l'alimentation ou en individu. C'est cette fameuse flore intestinale, aussi personnelle que notre ADN. Il convient alors de la soigner pour limiter la production de gaz et pour diminuer les risques d'inflammation. Notre intestin peut être aussi sous inflammation en raison d'une alimentation trop riche, trop sucrée et trop pauvre en fibres. Et cette inflammation provoque des gonflements transitoires. Imaginez lorsque vous vous cognez l'orteil sur le coin du lit, eh bien votre pied va gonfler et rougir. Eh bien c'est normal. C'est une inflammation. Le choc provoque un besoin spontané de réparation qui va expliquer la chaleur, la rougeur et la synthèse d'eau, c'est-à-dire le gonflement. Au bout de quelques heures ou quelques jours, selon le degré de réparation, l'inflammation va et vient et les gonflements tout autant. Eh bien, c'est exactement pareil pour notre intestin qui peut s'enflammer et gonfler. Voilà, nous avons vu les facteurs qui peuvent nous faire prendre du poids et qui peuvent nous faire prendre du ventre, du gras ou pas. Vous vous doutez alors que tout ne se joue pas uniquement dans notre assiette et que les solutions à venir dans cette vidéo devront être unifiées et personnalisées. C'est plutôt tout un ensemble de solutions qu'il pourrait être intéressant à mettre en place. Si vous avez besoin d'aide pour identifier ces facteurs, pensez à me contacter et nous personnaliserons ensemble vos actions personnelles. C'est le moment attendu de ce deuxième volet de la vidéo, les solutions proposées. Et je vais commencer plutôt par l'activité physique que par l'alimentation. L'activité physique, au moins 30 minutes de marche par jour. Augmentez votre activité physique pour augmenter votre dépense en énergie. Cela passera par une marche d'au moins 30 minutes par jour, une marche ou du vélo. Une marche active, plutôt en extérieur pour bien s'oxygéner et à une allure suffisamment intense pour vous réchauffer. Associez cela à d'autres activités tous les jours comme du jardinage, du bricolage, monter des escaliers et ce sera une dépense énergétique supplémentaire et bienvenue. Favoriser le renforcement musculaire. Pour lutter contre la fonte musculaire, recherchez des séances de renforcement créées uniquement par des éducateurs sportifs formés pour ne rien risquer. Vous pourrez rechercher autour de chez vous des professionnels ou encore des programmes télévisés pour réaliser dans votre salon. Vous pouvez également pratiquer 1 à 3 fois par semaine une activité sportive plus intense en cardio qui augmente la dépense énergétique. La diététique et la nutrition. Il y a pas mal de choses que nous pouvons faire.
En 1, consommer suffisamment de fibres. C'est majeur. Les fibres, on les trouvera au travers des fruits et des légumes, 5 portions par jour. Ce sera des fruits frais et crus à croquer, mais aussi des fruits cuits entiers ou écrasés à mastiquer. On trouvera les fibres aussi dans les céréales complètes, une portion à chaque repas. Des pains complets, fabriqués sur des farines complètes, fabriqués au levain. On peut utiliser aussi des pâtes ou du riz complet et sauvage, des légumes secs ou des légumineuses plusieurs fois par semaine. Ces fibres végétales sont importantes car elles sont des prébiotiques qui viennent nourrir notre flore intestinale et qui lui permet de rester équilibrée. Les fibres participent aussi à réduire l'inflammation de manière générale et donc les gonflements. Les fibres régularisent aussi notre transit et peuvent limiter les ballonnements et les gaz. Elles augmentent aussi la durée de notre satiété, ce fameux temps de non-faim. Elles sont aussi régulatrices de la glycémie. Elles indiquent en effet un indice glycémique plutôt bas dans les aliments et cela limite les risques d'hyper et d'hypo bien réputés pour altérer notre comportement alimentaire. Elles régulent donc bien notre appétit. En 2, on va consommer des antioxydants. Les antioxydants viendront lutter contre les dommages de l'inflammation et aussi les dommages créés par les radicaux libres. On les retrouve notamment dans les fruits, les légumes, mais aussi dans certains produits gras. Justement, en numéro 3, on va augmenter notre consommation d'oméga 3. Les oméga 3 sont de puissants antioxydants. On les recherchera par exemple dans la consommation de poissons gras 2 fois par semaine. Ça va être aussi des fruits à coque, une seule poignée par jour. Ce n'est pas parce que c'est sain qu'il faut en consommer au-delà de nos besoins. Ces produits sont très riches et on veut de bons lipides en quantité adaptée. Intégrer par exemple des huiles végétales riches en oméga 3 ou en vitamine E, on recherchera basiquement les huiles d'olive ou de colza à raison d'une cuillère à soupe par repas pour l'assaisonnement ou la cuisson. On pourra aussi rechercher l'huile de lin, l'huile de cameline selon son budget et ses goûts personnels. En 4, consommer des protéines animales ou végétales. Cela permettra d'apporter ces fameuses briques essentielles à la construction de nos muscles et à la préservation de nos protéines, les hormones, les enzymes. On les recherchera ces protéines au travers des viandes maigres, du poisson blanc, du poisson gras, les œufs de qualité, les légumes secs et à chaque repas au quotidien. En 5, on limitera les aliments industriels. Même s'ils présentent un bon Nutri-Score, la transformation industrielle n'est pas du tout la même que la transformation dans la cuisine familiale. Les traitements thermiques et mécaniques peuvent détériorer la qualité de ces préparations. Le Nutri-Score en 2024 aussi ne tient pas compte de la composition en additifs ni de la présence de pesticides dans les aliments utilisés pour réaliser ces préparations. Il conviendra alors de bien lire les étiquettes nutritionnelles et d'utiliser ces produits dans un cadre bien précis, tel un service temporaire qui nous allège une certaine charge mentale ou une difficulté ponctuelle. Et on préférera à l'inverse les produits bruts que l'on cuisinera et dont on maîtrisera les quantités en sel, en matière grasse, en sucre, les temps de cuisson et aussi l'intensité de la température. En 6, on limitera la consommation d'alcool. On limitera cette consommation et on la réservera à des moments conviviaux ponctuellement. C'est une source d'énergie importante et d'un point de vue nutritionnel absolument pas intéressante. En 7, bien s'hydrater est tout autant important. Les eaux aident à éliminer les déchets produits au quotidien par notre organisme. L'eau permet aussi de lutter contre l'inflammation et elle permet aussi de lutter contre la rétention d'eau. Notre organisme a besoin au quotidien de 3 litres de liquide pour compenser les pertes de la ventilation, de la sudation, mais aussi des sorties d'urine. Ces 3 litres peuvent être apportés par moitié par la boisson et l'autre moitié par l'alimentation. Ainsi, le 1,5 litre de liquide peut être apporté par des tisanes, infusions, eau plate, pétillante, potage. Je limite pour certaines raisons le café, le thé, les jus de fruits et le lait. Pourtant, ils contiennent des molécules d'eau, mais le café déshydrate, le thé absorbe le fer, les jus de fruits sont source de sucre, on l'a vu, et de calories. Et le lait, même si c'est une excellente source de protéines, eh bien, il peut être difficile à digérer en raison du lactose pour certaines personnes. En tout cas, ces boissons-là ne sont certainement pas interdites non plus, il convient simplement de les cadrer. Et si vous avez des difficultés également pour vous hydrater, n'hésitez pas à me contacter pour une aide personnalisée. En numéro 8, on va donc réduire la quantité de sucre de notre alimentation. Les calories non consommées viendront s'installer autour du ventre. Réduire le sucre dont on n'a pas besoin tout en gardant le plaisir est essentiel. On va limiter donc le nombre de cafés ou de boissons chaudes qui demandent du sucre, ou les consommer sans sucre,
tout simplement. On limitera aussi à un seul verre par jour maximum les jus de fruits, y compris les boissons fermentées naturelles comme le kéfir ou le thé patché, même si elles sont d'excellentes sources de probiotiques. Revisitez toutes nos recettes de biscuits, de pâtisseries et de gâteaux. Réduire sans diaboliser le sucre, sans chercher des alternatives exotiques. Ces alternatives doivent être également cadrées au même titre que le sucre, car elles contiennent autant de sucre libre avec une répartition tout simplement différente du glucose et du fructose. Mais la présence est tout autant importante. On va donc réduire les quantités de sucre de canne, vergeoise, sirop d'agave, sirop d'érable et autres sucres au même titre que le sucre blanc. Réduisez votre consommation ou la fréquence de consommation de produits sucrés à 2 ou 3 fois par semaine. Je pense aux crèmes dessert qui terminent le repas ou un autre dessert. Les céréales sucrées pour enfants ou pour adultes, c'est pareil. Il y a une teneur en sucre. Il conviendra donc de les limiter. Limitez aussi les biscuits dits sans sucre ajouté. Ils contiennent d'autres produits sucrants, controversés et des additifs. Le tout zéro n'est pas forcément la meilleure solution parce que pour maintenir un goût et une texture, le fabricant utilise des texturants, des gélifiants, des gommes qui viennent perturber la bonne vie intestinale et occasionner par la même occasion des ballonnements et des productions de gaz. Le sommeil et le stress. Dormir suffisamment et correctement est tout aussi important pour notre comportement alimentaire. Un bon rituel du coucher facilite l'endormissement. Un ralentissement des activités et l'arrêt des écrans est préconisé. Réduisez les lumières, le son pour habituer votre cerveau à ce rituel. Vérifiez si des sensations de faim ne viendront pas altérer votre endormissement. Dans ce cas, n'hésitez pas à consommer une pomme ou un yaourt qui viendrait simplement corriger ce point sans devenir un excès d'énergie. Lutter en tout cas serait vain. Lavez-vous les dents ensuite pour clôturer la journée alimentaire. Profitez d'un livre, d'une musique douce, d'ASMR, d'eau qui coule, d'oiseaux qui chantent, pour la relaxation et qui viendrait vous détendre. Arrêtez aussi de vous hydrater à une certaine heure de la journée pour éviter les réveils nocturnes. Voilà, c'est une hygiène de vie générale, vous l'avez compris. On l'a vu, ce n'est pas que dans l'assiette que tout se joue pour maintenir son poids d'équilibre ou pour éviter le surpoids ou pour éviter l'apparition d'une ceinture abdominale. C'est une hygiène de vie qu'il convient de changer en profondeur. Et la changer, la conserver est aussi un gage de réussite. Cette hygiène de vie prévient les risques de rechute lorsqu'un stress important survient, comme un décès ou la perte d'un emploi, etc. Il convient aussi de coupler l'activité physique à une bonne alimentation et à un sommeil récupérateur. Enfin, l'assiduité est essentielle. Cela signifie conserver ses bonnes habitudes dans le temps. Et ce n'est pas une tâche aisée. Il convient alors de se faire entourer. Vous avez aujourd'hui le soutien de groupes collectifs virtuels sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous faire aider par votre famille, vos amis, votre entourage, vos collègues au travail. Maintenant, essayez de déterminer quelles sont vos principales difficultés aujourd'hui et vérifiez quels sont les points les plus faciles pour vous à améliorer et à faire perdurer. Si vous doutez de vous, que vous avez besoin d'un guide de façon ponctuelle ou sur du long terme, je vous invite à me contacter et je serai ravie de vous aider. Je suis aussi disponible pour répondre à vos questions générales dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi, que ce soit les recettes diététiques ou les vidéos pédagogiques comme celle-ci. Et puis en parlant de soutien, il y a le groupe de soutien Cuisinophélie sur Facebook. C'est un lieu bienveillant pour atteindre vos objectifs santé et poids. En attendant, je vous souhaite une excellente santé et je vous dis à bientôt ici sur Cuisinophélie.